Ce jour-là, Chambord a revêtu ses habits Renaissance. Tournage d'une série américaine sur la vie de Catherine de Médicis, sulfureuse reine de France. L'intrigue est confidentielle, interdit de s'approcher des acteurs. Un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros, 400 personnes sur le plateau, sous la houlette du producteur John Bernard, qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs et acteurs américains. Et un décor que jamais Hollywood n'aurait pu égaler. Pourquoi avoir choisi ce château-là, Chambord? Vous avez vu ce qu'il y a derrière moi? On a pris Chambord parce qu'aussi on est quand même dans le monde de Renaissance. Les décors en eux-mêmes sont super, vous le voyez derrière. Il y a une visite d'un sultan avec une tente qu'on a fait faire pour le tournage, voilà. La location de Chambord pendant 15 jours coûte à cette production américaine 300 000 €. C'est l'un des plus gros tournages de ces dernières années. John est en contact permanent avec Frédéric Villeroy, le responsable des tournages à Chambord. On a demandé l'avis des équipes de la conservation pour voir si c'était bien en adéquation avec l'histoire, même si c'est toujours un peu romancé. Et il s'avère que ce tournage est tout à fait à la hauteur de Chambord, que ce soit du niveau historique et aussi la qualité de l'organisation qui ne perturbe pas trop notre mission première qui reste quand même l'accueil des publics. Walter, roll sound. Et nous, on est très contents de recevoir ce genre d'événement, mais on n'est pas prêt à tout non plus. Excusez-moi, ça tourne. Chambord, le plus vaste et le plus prestigieux château de la Loire. Niché dans une forêt de 5500 hectares, la taille de Paris. Pensé par François Ier pour immortaliser son règne, ce joyau de la Renaissance espère retrouver le million de visiteurs qu'il accueillait chaque année avant la pandémie. Les 8 millions d'euros rapportés par ces entrées sont vitaux pour la survie du château, même s'ils ne couvrent que la moitié du budget dont Chambord a besoin. L'État a réduit ses subventions, alors le château doit apprendre à gagner de l'argent autrement. Spectacle équestre, ambiance Puy du Fou. Potager bio, avec vente au public. Et même production d'un vin royal, un cru descendant des vignes de François Ier. Produits dérivés et attractions ne cessent de fleurir pour redonner du souffle à ce géant de plus de 500 ans. J'ai besoin d'aide, juste pour qu'on se repère. Il faut aller d'abord là. Jessica, Benjamin et leur petit Roméo de 6 ans viennent de Marseille. Ils ont choisi Chambord comme première étape de leur virée dans le Val-de-Loire. Regarde, bonhomme. Qu'est-ce que c'est? Oui! T'as vu, il est bien décoré. Hein. Pour visiter ce château de bas en haut, il faudrait 12 heures. 428 pièces démesurées, chauffées à l'époque par 282 cheminées, avec partout l'empreinte de François Ier. Déjà, il faut prendre les escaliers. La petite famille va emprunter ce qui fait la légende de Chambord, l'escalier à double révolution. Il y a des escaliers pour monter et des escaliers pour descendre. Du coup, on ne se croise pas. Ceux qui montent ne croisent pas ceux qui descendent. Allez, on monte. Première arrivée. Un double escalier où 2 personnes peuvent monter chacune de leur côté sans jamais se rencontrer. Une prouesse architecturale attribuée à Léonard de Vinci. On est montés tous les deux, mais on ne s'est pas croisés. Et coucou. Jessica et Benjamin sont tous deux vendeurs de carrelage. Ils ne sont pas férus d'histoire. Mais le château de Chambord, c'est le passage obligé. C'est le premier qu'on fait. Ça, on démarre bien. Tu pourrais habiter dans un château comme ça, toi? Tu te perdrais, hein. Tu te perdrais un peu trop grand. Hein. Tu retrouverais plus ta chambre. Hein. Mais on n'est pas déçus. C'est une bonne découverte. Un peu dépouillé. Dépouillé, 2 personnes peuvent monter chacune de leur côté sans jamais se rencontrer. Une prouesse architecturale attribuée à Léonard de Vinci. Allez, on monte. Première arrivée. Un double escalier où 2 personnes peuvent monter chacune de leur côté sans jamais se rencontrer. Une prouesse architecturale attribuée à Léonard de Vinci.
Parce que François Ier ne venait ici que pour chasser. La cour arrivait et repartait avec ses meubles. Depuis, aucun roi n'y a habité. Regarde la vue sur des jardins. Les jardins, l'autre star de Chambord. Il faut qu'on regarde. Alors, Oui, il y a une couronne. Ah, c'est chouette. Et une couronne Oui, ça vaut le coup quand même. Carrément, oui. C'est sûr que c'est royal. C'est royal. Commandés par Louis XIV, ces jardins à la française, avec leur décoration de verdure parfaitement symétrique, occupent 6,5 hectares au pied du château. Ils ont été entièrement restaurés en 2017 grâce à un riche mécène américain qui a déboursé 3,5 millions d'euros. Si 1 million de touristes visitent chaque année l'intérieur du château, un autre million se contente du parc et des jardins, qui eux sont gratuits. Des espaces que Chambord veut rentabiliser avec des attractions payantes, comme le spectacle historique. Il commence à être vraiment mieux, mais pense à rester raide derrière. Te fous pas là. Dès que tu regardes par terre, voilà. Jusqu'à ce qu'il marche tranquillement, voilà. Sous ces faux airs de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, Frédéric Sanabra échauffe sa troupe avant le début de la représentation, dans un manège unique en France. On a une chance terrible de pouvoir travailler ici. Et du coup, les chevaux, ils sont à l'air libre, ils ne sont pas que dans le spectacle. Alors, oui, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à Chambord, mais ils se rendent compte qu'ils ont de bonnes conditions. Elisa, mets le bout du nez de ton cheval à l'intérieur. Ton cheval, il est comme ça, en train de galoper comme ça. Il fait ça, il peut se faucher. Dans sa volonté de dépoussiérer son image, Chambord a fait appel il y a 5 ans à ce professionnel reconnu. Pensez tous à bien vous chauffer, hein. Ancien acrobate au Moulin Rouge, cascadeur équestre au cinéma, Fredo, comme on l'appelle ici, a servi de doublure à Gérard Depardieu. À 60 ans, ce metteur en scène passionné crée des spectacles dans les parcs d'attractions depuis 30 ans. Il travaille en famille avec ses 2 fils, sa fille, son neveu et son ex-femme, tous cascadeurs et voltigeurs. Donc, ce matin, quel cheval a Deyane? Deyane, il a Indo, je crois. Indo, ça c'est bien. Et Thomas? Thomas, il a Légionnaire. Ça va Légionnaire, ouais, ça va le secouer, c'est bien. Chambord serait-il en train de devenir un parc d'attractions, quitte à perdre son âme? Fredo s'en défend. Il a dû respecter l'histoire des lieux. Ils sont venus me chercher en me disant « Bon, Frédéric, est-ce que tu peux monter un spectacle? Le cahier des charges est compliqué. Historiquement, tu dois être juste. Les chevaux doivent être beaux. Les gens qui vont travailler doivent être très professionnels. L'écriture du spectacle, où le thème est François Ier, bien entendu. On ne va pas faire Mickey ici ou autre chose. Il faut que ça soit en même temps ludique et vu par des étrangers. Regarde là-bas, il y a la place. La famille marseillaise est la cible idéale. Que commencent les réjouissances. Pour le petit Roméo, c'est même le clou de la journée. C'est qui a gagné? C'est pas encore fini. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. Regarde, c'est bon. La reine elle le gracie. Sur la piste, 18 cascadeurs comédiens assurent en alternance le show pendant 45 minutes. Combat de chevaliers, voltige, au total, 9 tableaux. Et un vol de rapaces en guise de bouquet final. Regarde. Il est à fond, il adore ça, il est à fond. Oh oui, ça a plus d'impact ça que le reste. Et pour nous aussi, c'est ludique, ça nous apprend en rigolant. Regarde il s'habille les chevaux, t'as vu? Le spectacle coûte 26 € et donne droit à la visite du château. Il rapporte chaque année à Chambord près de 700 000 €.
Autre attraction, une visite inédite de son immense domaine, le plus grand parc clos d'Europe. Dans cette ancienne chasse royale, les visiteurs vont à la rencontre des 2000 cerfs, sangliers et mouflons en 4x4. Un petit air de safari. Il y a un cerf, il y a un cerf. Ok, là. Si. On l'a vu furtivement. Ce jour-là, pas encore de clients, mais la chef des guides, Harmonie, forme 3 jeunes stagiaires, appelés eux aussi à devenir guides nature. Sanglier devant. Je m'arrête, je bouge plus. Mais on note quand même dans leur comportement, dans leur déplacement, une espèce de zen attitude quand même. Là, il y a une biche. Attendez. Elle se lève. Ah, il y a le fan. Gagné, il y a le fan. Regardez. Ah, il y a le petit fan avec. Vous l'avez vu juste dans la trouée? Ah, c'est chouette. Est-ce que ces visites avec les touristes, ça fait pas un peu safari comme au Kenya? Ça fait partie du package Chambord, les animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on est sur un milieu préservé pour les animaux sauvages. Donc, en fait, c'est juste raconter ce qui se passe et leur permettre de venir voir ce qu'on fait, nous, à Chambord. Ce trésor animalier, le château en fait l'inventaire chaque année. Une battue est organisée à l'automne pour réguler le nombre d'animaux. À la tête de ce mastodonte, Jean Daussonville. Ce diplomate de carrière a participé entre autres au lancement du Louvre à Abu Dhabi. Directeur général depuis 11 ans, c'est lui qui a fait souffler un vent nouveau sur le château. Jean vient d'être alerté par son directeur de chantier. Vous voyez Jean, là, il y a une infiltration. Ah oui. L'eau, le principal ennemi du château. Ça suit la corniche en pierre. Et pareil, la goutte retombe. Non. Et ensuite, ça passe de plancher en plancher. Le pire du pire qui pourrait arriver, ce serait quoi, là? Ce serait en fait que les charpentes pourrissent. Donc ça veut dire qu'elles peuvent tomber. Donc c'est-à-dire qu'on perd des siècles et des siècles de charpente et on peut avoir des affaissements de la toiture. Le coupable de cette fuite, Vous voyez, regardez le pigeon là qui nifle. le voici. Ah oui. Le saut d'infiltration. Oui. Bien vu. Là. Son nid bloque l'écoulement des eaux de pluie. Ça, il faut qu'on le chasse, malheureusement. Il faut le faire partir. Il y a urgence. Le colmatage de toutes les fuites fait partie d'un vaste chantier de rénovation des 6 dômes et des lanternons. Ils n'avaient pas été rafraîchis depuis la fin du 19e siècle. Voilà. Donc c'est ça qu'on va restaurer. C'est ça qui fuit. Coût des travaux, 4,5 millions d'euros sur 18 mois, entièrement financés par l'État, propriétaire des lieux. Et pour s'approcher au plus près des fameux lanternons, il faut grimper à 40 mètres du sol. Faut pas avoir de pensée négative. Là, on voit bien que le plomb est fendu, vous voyez, ici. Et c'est par là que pénètre l'eau. Alors c'est très ennuyeux parce que le pied du poteau, c'est l'assise. C'est l'assise du lanternon. Donc un coup de vent et le lanternon se vole. Du temps de François Ier, 1800 ouvriers avaient transpiré pendant plus de 30 ans pour construire le château. Du haut des lanternons, la vue est spectaculaire. C'est beau partout, à perte de vue. Il n'y a pas une chose qui abîme ce paysage. Il n'y a pas une chose. L'avantage, quand on est directeur de Chambord, c'est qu'on habite au sein du domaine, dans ce hameau. J'ai cet immense privilège d'aller au bureau en traversant cette prairie. En fait, j'en ai toujours rêvé et j'ai pu accomplir un rêve professionnel et personnel. Voilà, ça fait 11 ans maintenant et c'est une tranche de vie. Parmi les autres rêves de Jean Daussonville, faire renaître le vin que buvait François Ier il y a 500 ans. Entre 2015 et 2019, il fait planter 14 hectares de vignes.
Chaque pied est financé par un particulier, 1 000 € pour avoir un cep à son nom. À terme, ce vin labellisé Chambord pourrait rapporter 5 millions d'euros par an au château. Cet ancien pavillon du XVIe siècle accueillera un espace de dégustation. Bonjour. C'est splendide. Pour financer tout Chambord, il faut qu'on ait de nouvelles activités et puis on fait voir Chambord sous d'autres angles. Le vin, c'est quelque chose de très très fédérateur. Ça fait partie de l'image de la France en fait. La cuvée 2020 a donné 15 000 bouteilles. Une petite récolte. Fierté de monsieur le directeur, ce grand cru unique au monde. Un cépage romorantin, couleur or. Un vin royal. On est sur des arômes de fleurs. Oui, de la fleur, oui. Fleur, ouais. Ouais, ça c'est très rare, le romorantin, parce qu'en fait, c'est le cépage que François Ier a fait venir de Bourgogne en Val-de-Loire l'année où il décide la construction de Chambord. Donc en 1518, il fait venir 80 000 pieds. Ceux que nous avons, ils sont pré-phylloxériques, c'est-à-dire qu'ils viennent de cépages qui n'ont pas été rendus malades par le phylloxéra. Et donc, on peut imaginer que ces pieds sont les arrière petits-enfants des pieds de François Ier. C'est quelque chose c'est un peu un miracle de l'histoire. Moi, je pense que ça finira par être bien Chambord, un jour. À force. Boire Chambord et le manger. Jean a également eu l'idée de créer ce potager bio sur 5 hectares. 40 variétés de légumes, aubergines, tomates, courgettes, navets. La récolte est vendue sur place au public et dans les boutiques bio de la région. Ce potager est aussi source d'inspiration pour Alexandre Trazer, le chef de l'unique hôtel-restaurant du domaine. 3 fois par semaine, il vient s'approvisionner chez Baptiste, le chef des maraîchers du potager. Donc là, comme les premières courgettes. Alexandre lui achète pour au moins 700 € de légumes frais par semaine. Nous, on aime bien ce petit calibre-là. Un tout petit peu plus gros que ça. Ah tiens, ça va t'intéresser, ça. Un mix de fleurs femelles et fleurs avec fruits. Ok. On est sûr que c'est concentré en goût. Hein. Les produits sont cultivés en permaculture. C'est vraiment une agriculture du vivant. On travaille sur un sol très fertile, même si c'est un sol sableux, avec beaucoup de vie dans le sol. Et tant que les insectes ne sont pas offensifs, ou mettent notre culture en péril, on cohabite avec eux. Elles sont vendues à combien? Alors, je crois que 4,50 € le kilo, c'est très raisonnable. Parce que nous, on garde un prix unique pour la saison. Un prix équivalent à celui des boutiques spécialisées. La commande du chef Alexandre est déjà prête. 10 kilos de produits frais. Bon bah super. Bah là on a pris des petits légumes, des mini betteraves qui sont assez top, super bien calibrés. Voilà, on a des fenouilles aussi. Des légumes qu'il va immédiatement travailler dans ses cuisines. L'établissement où il exerce n'est qu'à quelques pas du château. Cet ancien relais de poste a rouvert il y a 3 ans, entièrement relooké, en mode design. 56 chambres, 235 € la nuit en haute saison, avec vue exclusive. Alexandre, jeune chef de 31 ans, a grandi à Blois, sur les bords de Loire. Tu me le fais chauffer, s'il te plaît, tiens. Ancien rugbyman semi-professionnel, il s'est formé chez un étoilé de la région. Service, s'il vous plaît. Non, on va y aller gentiment avec le tataki, le risotto, le filet de bœuf et le foie gras. Tu sors le foie gras. Dans sa brigade, 20 cuisiniers. Alexandre change sa carte tous les 3 mois. Pour la prochaine, il teste en ce moment une nouvelle entrée.
C'est la betterave qu'on a été chercher ce matin au potager. Ou comment faire de ce légume basique un plat gastronomique. On l'a travaillé sous différentes formes. On a fait ce que moi j'appelle des petits bonbons de betterave. En fin de compte, on l'a coupé très finement à la mandoline. Et après, on l'a farci avec du chèvre frais qui est à l'entrée du domaine. On a fait des petites betteraves qu'on a fait confire avec du miel et du thym. Le prix à la carte sera de 21 €. La betterave qui n'est pas très sexy au final. Et on arrive à en faire un plat pour moi qui est vraiment super, quoi. Quant aux fameuses courgettes bio, Alexandre en a fait un amuse-bouche. Un mélange de velouté de courgettes, de fleurs de courgettes farcies au girolles et de courgettes crues. Un plat servi à des clients premium qui arrivent le soir même à l'hôtel. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à Chambord. Jean-Christophe, chef d'entreprise dans l'informatique, a fait une surprise à sa compagne iranienne, Mariam. Il a choisi la suite la plus belle de l'hôtel, qui n'est pas dans l'hôtel. Alors, déjà venu à Chambord? À Chambord, oui, moi. Oui? D'accord, donc une découverte pour madame. La 56e chambre, c'est cette toux cabanée, le bateau typique du Val-de-Loire à fond plat, posé sur le canal, au pied du château. Allez-y. Et voici. Welcome on board. Une suite à 500 € la nuit. Voilà. On est juste à côté du château, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est autre chose que certains hôtels parisiens où on voit rien, quoi, en fait. Non, c'est beau, magnifique. Je ne m'attendais pas à dormir sur un bateau, pour être honnête. Non. Mais ça va être chouette. Madame. Cheers. Cheers. To the castle. This is the most beautiful one in France. Mariam travaille dans les cosmétiques. Elle vit en Europe depuis 6 ans et découvre la région. La structure pour moi est européenne dans son style. Mais moi, ça me fait penser au château des dessins animés de Walt Disney. Comme dans Disney? Oui, un peu comme ça. Pendant que les tourtereaux profitent de leur conte de fées, d'autres surveillent le château. 21h, Valérie Valibus vient d'entamer l'une de ses 4 rondes de nuit. À 41 ans, c'est la chef de la surveillance et de la sécurité du château. Première étape, fermer le monument. C'est un simple cadenas, mais impossible à ouvrir. Ah bon? Vous avez la barre au-dessus et les 2 targettes qui sont ici présentes. Donc, ça bouge pas. C'est bien sécurisé. Valérie a commencé sa carrière de gardiennage en surveillant des rayons de supermarché. Depuis, elle a gravi les échelons. Elle parcourt entre 10 et 15 km par nuit. Le château, elle l'a pour elle toute seule. On le voit différemment, pas de public, on est seul, on a le temps de regarder, de zioter et puis de faire les curieux surtout. Vous en profitez un peu? On en profite un peu, oui, tout à fait. Oui. Le soir, on a des différentes couleurs, différentes lumières, etc. Et en fait, soirée dans la forêt, c'est magnifique. Là, on arrive dans les charpentes de la chapelle. C'est un endroit très sensible, comme vous pouvez voir, avec les charpentes. Alors là, ici, si ça brûle, ça peut faire comme Notre-Dame. Après, on a toute notre défense incendie qui est partout. Donc on est très très vigilants, on fait très attention. Seule alerte, en 1945, des travaux de soudure sur la toiture ont provoqué un début d'incendie dans les combles d'une tour.
tous les jours, je m'attelle à ce que tout se passe bien. Voilà. Et Notre-Dame, c'est pas possible. Pas à Chambord. Voilà. Pas 2 fois. Pas 2 fois. C'est pas possible. Pas un monument comme celui-là, c'est pas possible. Le système anti-incendie de Chambord arrive en fin de vie. Il sera changé dans quelques mois. C'est tellement magnifique et c'est tellement fragile à la fois. La charpente est tenue par ce pilier-là, quoi. C'est quand même fou. Quant aux rondes de nuit, depuis le drame de Notre-Dame, elles ont été renforcées dans le palais de François Ier. L'éclatante blancheur du château d'Ussé, c'est habituellement à pied que les touristes la découvrent. Oh là, elles sont de plus en plus belles. Mais aujourd'hui, le propriétaire des lieux, superbe. Le duc Casimir de Blacas, 75 ans, a donné son autorisation pour que des voitures de collection stationnent le temps d'une pause fraîcheur dans la cour d'honneur du château. Le château vit, le château il est là pour ça. Le château il n'est pas pour vivre à deux en couple. Il faut de l'animation. Le château est triste l'hiver quand il est fermé au public. Donc le maire de Chinon qui m'accueille maintenant. On a le plaisir de se connaître. Comment allez-vous? Réciproquement, oui. Monsieur le Duc, ça va bien? Les organisateurs du rallye attendent près de 200 voitures. Le château, on trouve parfois qu'il est un peu trop grand. Aujourd'hui, il est un peu trop petit. Regardez comme ça arrive encore. Oh là 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 là. Oh là, on va les mettre où? Nos amis visiteurs sont ravis. Ils vont photographier beaucoup plus les voitures que le château aujourd'hui. Ça, c'est probable. Casimir de Blacas n'est pas jaloux pour autant. Mais une telle affluence pose aussi quelques petits problèmes. Do you own this one? Celle-ci? Oui. Oh, could you move slightly this one so my wife could get to this part of the chateau where we live? You see? Yeah, the Polo. This is my wife's car. She's trying to get back home. Je vois, je comprends le problème. Yeah. Maybe I can move this. Yes. Si le duc ne ménage pas ses efforts pour promouvoir son château, la duchesse Caroline de Blacas, elle, est beaucoup plus discrète. Dans sa petite citadine, elle voudrait juste rentrer chez elle. Oui, oui, tu peux passer. Oui, oui, c'est bon. La vie du château continue pendant ce temps-là? Bien sûr, oui. Il faut savoir tout faire ici. Il faut même avoir des muscles, comme vous avez vu. Par contre, pour le mettre en place, il faudra qu'on m'aide. Thank you. Very gracious of you. Un monument historique, visité et habité, connu pour avoir inspiré l'un des contes les plus célèbres de la littérature pour enfants. Adossé à la forêt de Chinon, dominant les bords de l'Indre, la forteresse d'Ussé fut érigée au Xe siècle, avant que la Renaissance ne lui offre ses tourelles majestueuses et ses jardins à la française dessinés par le nôtre. Au XVIIe siècle, c'est en séjournant ici que l'écrivain Charles Perrault aurait imaginé l'histoire de la Belle au bois dormant. À l'intérieur, 2000 mètres carrés d'un temps ancien figé, escalier dessiné par Mansart et mobilier d'époque, comme ce cabinet vénitien en ébène et poirier noirci du XVIIe siècle. Les deux Blacas résident à Bruxelles. Casimir est au château environ 3 mois par an. Sa fille Béatrix l'y rejoint dès qu'elle le peut. Le duc est né dans le château en 1943, dans une chambre fermée au public. Oui, je ne pensais pas que c'était comme ça. Oui, aïe, aïe. C'est plus une chambre, c'est un magasin de jouets. La pièce est dorénavant occupée par la fille de Béatrix lorsque celle-ci vient au château. Il y a toujours ton lit dans lequel tu es né. Oui, mon lit, le tissu est le même. Ouais. On a changé de dessus de lit. C'est le tissu qui était là en 1943. Et à l'époque, on naissait et on mourait chez soi. Pas comme maintenant, où on est et on meurt à l'hôpital.
Moi, je ne suis pas né à l'hôpital, j'espère bien ne pas mourir à l'hôpital. Casimir a grandi au château. Avant de devenir avocat à Paris, la première génération de Blacas a travaillé. Le duc est millionnaire et ne cache pas s'être établi en Belgique pour des raisons fiscales. Ce qu'on voit nous aujourd'hui, c'est plus comme des arches d'une église. Le château appartient à la famille depuis 2 siècles. Casimir en a hérité en 1975. Parce que la terrasse est ici. Il est aujourd'hui épaulé par ses enfants, Béatrix en charge des archives et Stanislas qui gère les chantiers de restauration. Et puis là, il y avait une descente qui n'existe plus. Pour pouvoir ouvrir sa propriété au public, le duc a dû se lancer dans des travaux considérables. Mon premier rôle a été de faire en sorte qu'il ne pleuve plus dans le château. Quand j'ai eu le château, il pleuvait dedans partout. Ma grand-mère, quand il y avait un gros orage, allait dans les greniers avec des bassines pour recueillir l'eau avant qu'elle descende aux étages du dessous. Et donc, mon premier travail, ça a été de faire en sorte que le château, au moins, soit étanche. Près de 10 000 mètres carrés de toiture ont été restaurés avant que le château de la Belle au Bois dormant ne soit en état d'accueillir ses visiteurs. Ah oui, dans le château, on peut avoir aucun, mais pas... Donc il a été construit au Moyen-Âge, Margot, le château. Anne et ses 2 princesses, Margot, 5 ans et demi, et Sarah, 3 ans, n'ont pas choisi cette visite par hasard. T'as vu toutes les tours? Waouh, il est beau, hein? Margot, tu connais la Belle au Bois dormant? Oui. Tu crois que tu vas la voir ici? Il y a peut-être Maléfique. Ben oui. Ah, c'est là. Mais avant de rechercher la mauvaise fée ou la princesse Aurore, les 2 fillettes et leur maman passent par les pièces du château ouvertes au public. Ça, c'est le château, c'est celui dans lequel nous sommes. Il y a une tente au-dessus du lit? Oui, c'est un baldaquin. T'aimerais avoir un lit comme ça? C'est pour... La Belle au Bois dormant, Margot et Sarah vont la trouver sur le chemin de ronde du château. Quelques scénettes du conte, reconstituées avec mannequins et costumes anciens. Les bonnes fées lui avaient donné le don de la beauté et de la grâce. En grandissant, elle devint la plus belle princesse du monde. Elle change de couleur, oui, exact. Il y a une petite lampe qui change de couleur. Elles connaissent l'histoire déjà? Ah oui, oui. Une ambiance un brin désuète, mais les 2 princesses sont dans la magie de l'histoire. Le prince mit un genou à terre, l'embrassa et alors Aurore se réveilla. Gratuite pour les enfants, la visite a coûté 14 € à Anne, qui va encore dépenser un peu d'argent dans la boutique du château, où l'atout Belle au Bois dormant continue d'être exploité. Avec tes yeux, Sarah, tu regardes avec tes yeux. Au milieu des figurines, des porte-clés et des cartes postales, des livres de contes et des robes de princesse de fabrication française à 140 €. C'est bon pour vous, les filles? Oui? Je donne la note, tu donnes la note? Margot et Sarah sont restées plus modestes dans leur choix. Vous pouvez les garder, les filles. 12 €, s'il vous plaît. On va pique-niquer, les princesses? Le château d'Ussé reçoit en moyenne 100 000 visiteurs chaque année, le minimum pour que les comptes soient à l'équilibre. Car restaurer et ouvrir au public un tel monument coûte très cher. Casimir de Blacas emploie une dizaine de salariés à plein temps. Personnel d'accueil, jardiniers, maçons, une vraie PME que le duc en homme orchestre dirige à la baguette. Bonjour, monsieur Giraud. Vous finissez mon joint? Oui. Oui, c'est mieux déjà. Oui. Bonjour, monsieur Campus. Bonjour, messieurs. Monsieur Campus s'occupe de nos taupes et des mulots. C'est des mulots, là, monsieur Campus. Oui, vous allez pouvoir me traiter ça? Oui, on va essayer, oui. Les salaires et charges sociales lui coûtent près de 500 000 € chaque année. Pour vous aider, asseyez-vous, Antoine, puis vous signez. Ça n'empêche pas le duc, ce jour-là, de recruter Antoine en CDI. Et puis, si ça continue à passer bien, on vous augmentera encore. Un premier emploi d'assistant jardinier payé au SMIC pour ce jeune homme originaire de la région. Il a tout bon, il a fait... On l'a même pas poussé jusqu'au bout de son CDD, on a déjà collé un CDI. Voilà.
Ça veut tout dire. Ça fait quelque chose de travailler dans un environnement comme celui-ci. C'est super joli. J'ai pas l'habitude. À mardi matin, donc, à mardi. Antoine. Hein, ok. Casimir de Blacas paye aussi un commercial pour distribuer ses publicités dans les sites touristiques de la région. Ah oui, vous m'avez fait le total? Oui, ça y est. Encore des factures à régler pour le duc. Non, mais attendez, on se mélange pas, je vais pas faire 36 chèques. Je vous en fais un. Oui, c'est tout. Celui-là, 1571,40. Oui. Mais pour le duc, Monsieur Poirot, c'est aussi une sorte d'agent de renseignement. Pour prévoir l'affluence au château, il observe le taux de remplissage dans les hébergements des environs. Et en ce printemps, les grèves des trains perturbent l'activité touristique. Ça va être bon le week-end, là, monsieur. Vous croyez? Ouais, ouais. Si elle vous entend, parce que en ce moment, c'est... Mais après, ça va... C'est dur. Semaine prochaine... Ah non, en ce moment, c'est vraiment... On fait 20% de moins en avril. Ah ouais, pareil. Oui. Comme en Boise. Oui. Ça m'inquiète. Si Casimir est un brin inquiet, c'est que l'économie du château ne tient qu'à un fil. Même s'il est parvenu à finir le dernier exercice légèrement bénéficiaire, sans piocher dans sa fortune personnelle. On ne me donne pas de subvention, je n'en demande pas non plus. Je pense que je serais malvenu d'en demander. Il y a des monuments qui n'ont pas la chance d'avoir 100 000 visiteurs comme le mien et qui ont infiniment plus que moi besoin des subventions qui peuvent leur être octroyées. Mais même en refusant les subventions des monuments historiques, le château doit être entretenu selon les codes de son époque. Une restauration permanente qui revient à 500 000 € par an. Ouais. Là aujourd'hui, il perce entre les pierres pour les fixer entre elles. Ouais. Et il met des tiges de fer entre les pierres. Ah oui, d'accord. Pour solidifier la structure. Ah oui. Casimir et Stanislas de Blacas ont entrepris de refaire les frontons de 3 lucarnes du bâtiment. Ils ont été sculptés par un tailleur de pierre et sont posés par un artisan, compagnon du devoir, qu'ils emploient quasiment à plein temps. Un travail qui rappelle celui des bâtisseurs de cathédrales. La lucarne, elle mesure, on ne se rend pas compte quand on est au sol, mais elle mesure 4 mètres de large sur 3,60 m de haut. Et elle fait à peu près 2 tonnes, un gros 2 tonnes. C'est pour ça qu'elle arrive en une trentaine de pierres. Parce qu'on ne pourrait pas monter un élément de 4 mètres sur 3,60 m qui pèse 2 tonnes avec la nacelle. L'objectif étant de reconstituer aussi fidèlement que possible ce qui existait à l'époque. Ça coûte cher de refaire 3 lucarnes dans un château. Ça coûte extrêmement cher. Là, ça va être une histoire, je pense, tout compris, 150 000 €, sous réserve qu'il n'y ait pas de surprise. La gestion complexe de cette PME reviendra le jour venu à Stanislas, qui travaille aujourd'hui dans la finance. Devant son père, le trentenaire promet de tout faire pour perpétuer passion et tradition au château. Je me verrais pas refermer le château au public aujourd'hui, ce serait dommage. Ni le vendre le jour venu. Si ça pouvait être évité, je préférerais l'éviter. Oui, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais enfin, c'est pas dans les cartons. Ce serait un échec personnel de devoir le vendre. Le domaine d'Ussé, c'est son château, mais aussi des étangs et des bois sur près de 1000 hectares. Casimir de Blacas affirme avoir refusé une offre de Saoudiens en 2005 qui lui proposait 100 millions €. Une propriété immense que Casimir parcourt dans un vieux 4x4. Et sur son domaine, le châtelain a même 3 hectares de vignes. Bonjour, monsieur Grosbois. Ici, des pieds de chenin. Ça va bien avec ce beau temps? Ça va et vous? Oui, tout va bien. En forme? Voilà. Et vous m'avez inquiété l'autre jour parce que vous m'avez dit qu'il y avait une tache d'oïdium ou de mildiou. C'était une tache de mildiou. C'était la première tache de mildiou de la saison. Nicolas Grosbois n'est pas un salarié de Casimir. Vigneron indépendant, il lui achète son raisin pour faire du vin. C'est le personnel du duc qui assure l'entretien de la vigne. Là, ils sont pas passés encore. Non, mais vous voyez, elle est superbe. Ah, oui. Mais Nicolas Grosbois supervise toutes les étapes. J'ai le même attachement à mes vins que la famille de Blacas va avoir à son château et à la forêt. Donc c'est-à-dire que pour être certain que le vin soit bon dans la bouteille, il faut être là au premier coup de sécateur. 18 tonnes de raisins bio à chaque vendange, qui rapportent environ 20 000 € à Casimir de Blacas. Il y a un gros boulot à faire encore. La semaine prochaine, c'est essentiel. À l'arrivée, un vin blanc pétillant de prestige. Et ce prestige, ce décor unique,
attire aussi ce jour-là l'équipe de tournage d'un film. La suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier est tournée à l'abri des regards, sur les terres du Duc, au bord de la rivière, avec le château en arrière-plan. Oui, il y a 11 camions qui doivent normalement arriver, mais là pour l'instant il n'y en a qu'une partie qui est là. Alexandra est une des salariées du château, en charge notamment de la communication. Donc s'ils se mettent à se garer là, on ne peut pas mettre de touristes. Ah oui, ah non, non, faut pas qu'ils se mettent là. Un bon coup de com', mais l'équipe de tournage prend plus de place que prévu et empiète sur la zone réservée aux touristes. Ça doit être à eux Ah bah oui, mais ça, il faut qu'ils les bougent. Ouais. Casimir a peur de perdre des clients. Production? Oui. Oui, oui, Casimir de Blacas. Oui, alors on a un petit souci, on va avoir un souci de parking sous peu. Soit vous bougez les camions, soit vous nous libérez de la place avec les véhicules que vous avez mis. On va bouger les ici. camions. D'accord. Tu te mets là-bas, le long du mur. Oui, il faut bien expliquer le pourquoi. Hein. Vous dites tournage Clavier, déjà ça facilite beaucoup les choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, oui. Le duc de Blacas joue lui-même les voituriers. Et puis, ben, le long du mur, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous mettre. Merci, monsieur. Pour la mise à disposition d'une partie de son domaine, le duc empoche 1 000 € de la part de la production du film. 18, voilà. Et je prends mon chèque. Une goutte d'eau pour les finances du château. Vous êtes un homme riche? Riche en pierre, en toiture, en travaux, en misère parfois, en fatigue. Casimir sera ce jour-là l'unique spectateur à pouvoir observer quelques minutes les comédiens en action. Les seuls à habiter le château toute l'année, ce sont Claude et Martine. Ni touristes, ni membres de la famille de Blacas, ils sont les gardiens du château et vivent dans un 3 pièces à l'intérieur du monument. Tu fais quoi ce soir? Ils sont combien à manger? 4. Tu fais quoi à manger? Riz, ratatouille, poisson et veau. Et crumble. Après avoir préparé son propre dîner, Martine va surtout pendant 2 heures s'atteler à celui du duc, de son épouse la duchesse et de leurs 2 enfants, Béatrix et Stanislas. Qui est-ce qui décide des menus? Madame. C'est qui, madame? Madame la duchesse, la patronne. Martine, 64 ans, dont 12 passés au château, est payée au SMIC comme son mari. Elle a le droit de recevoir et accueille souvent ses 2 petits-enfants dans son appartement. Ils aiment bien. C'est le château à mamie qu'ils appellent. Et vous les laissez dire, évidemment. Je ne peux pas leur dire le contraire. Depuis qu'ils sont nés, ils me voient venir être ici. C'est un peu logique. C'est normal. Plus tard, je leur dirai que c'était pas à moi. C'est Claude qui sert la famille à table. Et le service des plats suit un protocole bien précis. La comtesse, la duchesse, monsieur le marquis et monsieur le duc. En dernier. En dernier. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est pour s'ils sont, les aliments, s'ils sont empoisonnés. Les convives mourraient alors avant le maître de maison. Une précaution, a priori, un brin obsolète aujourd'hui. Autre caractéristique de la maison de Blacas, le service en veste blanche et gants blancs. C'est la tenue de gala? Ouais. C'est comme ça pour tous les repas? Oui. Oui, tous les repas. Depuis les cuisines, Claude doit faire une 50aine de mètres pour servir Casimir, son épouse Caroline et leurs 2 enfants, qui profitent d'un dîner au soleil couchant dans le cadre privilégié de leur château d'Ussé. Oui, mais tu as un vocabulaire juridique et financier extra. Le service de Claude en veste blanche et gants blancs, c'est pas un petit peu vieux jeu? Ça fait partie des traditions, des choses où sinon on se débrouille nous-mêmes. Mais à partir du moment où on passe les plats, ça fait partie des traditions. Un moment hors du temps. L'implication de la famille de Blacas pour restaurer le château de la Belle au Bois dormant paye. En 2015, il a été classé 7e monument préféré des Français.